Bienvenue sur ce webinaire stoïque. Je vois qu'on est pas mal à se connecter, une cinquantaine déjà. Et nickel, merci pour vos bonjours en message. Ça me confirme que donc tout marche, que vous m'entendez bien. Nickel. 11h00, on va laisser quelques minutes de plus aux retardataires. OK pour Escape, Virginie Emmanuel, pas de souci. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien? Super, oui. Vous m'entendez bien, parfaitement même. Vous m'entendez très bien. 5 sur 5. Nickel. On va attendre encore quelques minutes avant d'attaquer ce webinaire d'introduction ludique au risque cyber. On va essayer de rendre simple un sujet qui parfois manque un peu de simplicité ensemble. Voilà, on est 70. Et je vais profiter, bonjour Bertrand d'Audias, profiter des quelques minutes avant de commencer à proprement parler pour me présenter. On va passer 1 heure ensemble. Il y a beaucoup de noms sur le chat que je connais, que je salue. Donc Tristan Fradet, je suis le directeur commercial de Stoic. Chez Stoic, on va en reparler, mais on est une quarantaine de personnes déjà. En 1 an et demi, on est déjà la plus grosse équipe à traiter l'assurance cyber en France. On ne fait que ça, 40 personnes dédiées à ce risque-là, au risque cyber, et à une cible que sont les TPE-PME. On a une équipe d'inspecteurs commerciaux que la plupart d'entre vous connaissent, puisque voilà, vous avez des interlocuteurs en région, en fonction d'où vous vous trouvez. Geoffroy, notamment, dans les équipes, qui est papa depuis hier d'un petit garçon. Et on va pouvoir attaquer, on est 80, donc on va y aller. Super. Si certains rejoignent en route, ils prendront le train en route. Alors, je vais vous partager mon écran et on va attaquer. Donc, partage d'écran. Est-ce que ça va bien marcher? Je pense que oui. Tac. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Super. Bienvenue à tous dans ce webinaire d'1 heure. Introduction ludique au risque cyber. Dans le cadre d'une opération qui s'appelle Objectif Cyber, que je vais présenter rapidement. Aujourd'hui, les TPE-PME, les petites entreprises qui font la vitalité de notre tissu économique, sont très peu assurées, moins d'1% contre le risque cyber. Mais ce n'est pas que l'assurance qui est en retard, c'est l'ensemble de la profession cyber. Et donc, pendant tout le 4e trimestre, octobre, novembre, décembre, nous, Stoic, reversons 10% de nos revenus à une école qui forme des ingénieurs en cybersécurité pour que tout l'écosystème cyber en France puisse se renforcer. La cybersécurité, c'est une thématique qui est à la croisée des mondes privés et publics. C'est vraiment important que notre tissu économique se solidifie, se renforce, devienne plus résilient. Donc voilà, pendant ce 4e trimestre de l'année, on verse 10% de ce qu'on gagne à une école qui s'appelle Oteria, qui forme des ingénieurs en cybersécurité. Ça, c'est la face de la pièce. La partie pile, c'est que à tous les courtiers partenaires stoïques qui feront 5 ventes ou plus sur le 4e trimestre, nous allons augmenter le taux de commission de plus 50% pour ces 5 affaires-là et toutes les suivantes qui seraient signées pendant le 4e trimestre, et ce de façon récurrente, pas seulement sur la première année. Donc on essaye vraiment de créer cet alignement des planètes au sein de l'écosystème cyber dans lequel tout le monde a un rôle à jouer, vous, courtiers, nous, assureurs entre guillemets, même si on est courtier grossiste, et aussi la formation, puisqu'on a besoin d'ingénieurs pour que tout le monde monte au niveau. Donc voilà, Objectif Cyber. En quoi cela consiste? Aujourd'hui, c'est le premier webinaire d'une série de 3 webinaires. Nous aurons, après moi, dans quelques semaines, Corentin, qui fait la réponse à incident chez nous, qui viendra vous parler de son métier. C'est un défenseur. Voilà, il y a des attaquants mal intentionnés, il y a aussi des défenseurs, on en a pas mal chez nous. Il vous parlera de comment est-ce qu'il gère un ransomware, par exemple. Et on aura aussi d'autres activités tout au long de ce trimestre. Sans plus attendre, je propose d'attaquer les hostilités et de rentrer dans le vif du sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. L'objectif de la session d'aujourd'hui, plein écran. On me dit de mettre en plein écran, c'est ça? Alors, comment est-ce que je fais pour mettre en plein écran? En bas à droite. Ici, je pense, voilà. Donc, objectif de la journée, de l'heure, ensemble, rendre concret le risque cyber pour une PME.
puisqu'on voit tous dans la presse en permanence parler d'attaques sur des grandes structures, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, Camaïeu, Jules, et donc on peut avoir l'impression trompeuse que le risque cyber menace les grandes entreprises, les grandes organisations et pas les petites. C'est vraiment une vue, enfin, quelque chose dont il faut se défaire. Dans la presse, on va parler, si on pense au crime organisé, on va parler des braquages de fourgons, pas des vols à l'arraché, mais pour un braquage de fourgon, il y a 10 000 vols à l'arraché. C'est pareil dans le cyber. La criminalité est partout, plus petite en termes de préjudice, mais beaucoup plus fréquente. Donc l'idée de cette heure ensemble, c'est de rendre beaucoup plus concret le risque cyber pour une petite entreprise. Et on va commencer par une anecdote. Certains d'entre vous ont dû venir au salon du courtage, qui était il y a quelques semaines à Paris, sur lequel on avait un stand. Et en allant au salon, on s'est posé la question suivante: comment est-ce qu'on peut faire comprendre à nos partenaires courtiers à quel point c'est facile de rentrer dans un système informatique? Et j'ai Alexandre, un des fondateurs Stoic, qui m'a dit attends, laisse-moi réfléchir à un truc. Je le vois que s'asseoir à son bureau, revenir et me dire c'est bon, on va faire quelque chose, on va faire une campagne de phishing. Nous avons envoyé à tous les gens qu'on a scannés à notre stand, vous savez, on peut scanner le badge des gens, on leur envoyait cet email, journée du courtage, en leur proposant de gagner un iPhone 14 Pro pour les 21e anniversaires des journées du courtage. Cet email, on l'a envoyé aux 137 personnes qui ont été scannées pendant les 2 jours du salon. Je vous le montre là en mobile, je vous le montre ensuite sur ordinateur. J'ai fait un zoom. Euh, En fait, cet email, ce n'est pas un email des journées du courtage. C'est un email que nous avons envoyé. La seule différence entre cet email-là et un email des journées du courtage, c'est une lettre, c'est un S. En fait, pour 12 €, nos ingénieurs cyber ont acheté le nom de domaine journée du courtage, journée au singulier, alors que le nom de domaine officiel de l'événement, c'était journée au pluriel du courtage.com. Ça nous a coûté 12 € et ça a pris 10 minutes à un de nos 20 ingénieurs cyber d'acheter ce nom de domaine. Et derrière, ça a été un jeu d'enfant d'envoyer ce mail à tout le monde. Je reviens sur la vue mobile parce que sur la vue mobile, on ne voit même pas l'expéditeur. On l'a envoyé à 137 personnes, cet email, 137 courtiers. Il y en a 55 qui se sont fait avoir, donc 40%. C'est une anecdote que j'aime bien partager et qu'on aime bien rappeler aux courtiers pour montrer à quel point tout le monde est vulnérable. Même un courtier dont le métier est de gérer le risque pour ses clients est vulnérable face au risque cyber. Et j'enchaîne donc sur qu'est-ce que c'est qu'une attaque cyber en parlant chronologiquement par le début. Qu'est-ce que c'est que le début d'une attaque cyber? Une attaque cyber, ça peut commencer en règle générale de 2 façons principales. La première, c'est du phishing. Le phishing, qu'est-ce que c'est? C'est ce mail, ce SMS qu'on reçoit tous de temps en temps, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre et qui nous amène à effectuer une action qui va être compromettante. On en a tous les jours. Je pense que par SMS, vous l'avez déjà reçu celui-là. Le SMS vous disant on a essayé de livrer tel colis, suivez les instructions ici. Bon, ben, c'est étrange. Est-ce que je clique? Est-ce que je clique pas? Par SMS, il y a eu aussi eu, et ça on l'a eu, mais un nombre incalculable de fois, ce SMS qui vous invite à recevoir un remboursement Amélie ou à mettre à jour votre carte vitale. Ça, c'est un grand classique. Hein. Donc voilà, du phishing, ça peut être par SMS, ça peut être par mail. Là, on a un exemple de mail Google, ou plutôt on a l'exemple de quelque chose qui a le goût, l'odeur et l'apparence d'un mail Google, mais qui n'en est pas un. Voilà. Pourquoi ça n'en est pas un? Je vois que l'expéditeur ici, ce n'est pas du tout une URL Google. Hein. C'est une URL login page. Le phishing, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un attaquant qui va envoyer de façon massive à beaucoup de monde un mail pour essayer de faire prendre une action compromettante, soumettre un mot de passe, télécharger une pièce jointe, etc. Les petites entreprises sont extrêmement visées par le phishing. C'est très rare le phishing ciblé comme ce qu'on a fait pour les journées du courtage. Dans la plupart des sinistres qu'on voit, et on en gère beaucoup des sinistres, on a eu un ransomware hier sur un de nos clients, hein, donc on a l'habitude de ces événements-là. Ça commence par des mails de phishing génériques. L'attaquant ne va pas cibler une petite entreprise. Total, Renault sont ciblés parce qu'ils sont Total ou Renault, mais une petite PME ne sera jamais ciblée en tant que telle. Ce que fait l'attaquant, c'est qu'il va acheter une base de 20 000 adresses mail, qu'il va acheter sur le dark web par exemple, et il va shooter des mails de phishing à ces 20 000 personnes. Et une fois que parmi ces 20 000 personnes, 300 se sont fait avoir, mais il va regarder ces 300 personnes. Est-ce que c'est des gens, est-ce que c'est des comptes perso, est-ce que c'est des comptes pro? Si c'est des comptes pro, dans quelle boîte est-ce qu'il a réussi à rentrer? Et donc, c'est très opportuniste. Les petites entreprises ne sont pas ciblées de façon précise, mais elles tombent dans les filets de pirates qui se comportent plus comme des chalutiers que comme des pêcheurs au gros, entre guillemets. Voilà.
Je suis pêcheur, donc j'utilise beaucoup cette métaphore. Euh, voilà pour le phishing. Donc 80% des attaques vont commencer par du phishing. Euh, et dans 20% des cas, l'attaque va commencer pas par l'exploitation d'une erreur humaine, mais par l'exploitation d'une vulnérabilité technique. C'est-à-dire que l'attaquant va détecter dans le système informatique euh, quelque chose de mal configuré qui va lui permettre de rentrer. Voilà. Euh, on a beaucoup d'exemples de vulnérabilité, on en détecte en permanence chez nos assurés, chez les gens qui voudraient s'assurer chez nous. On reviendra plus tard sur cette notion de vulnérabilité. Je vais juste faire une petite pause pour regarder s'il y a des questions sur le chat. Je n'ai pas la vision depuis mon écran, je ne crois pas. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les partager sur le chat, je me ferai un plaisir d'y répondre. L'idée, c'est que cette heure soit vraiment utile pour vous. Donc voilà, je suis à votre disposition. On a vu la première étape d'une attaque. Donc si je récapitule, soit un phishing réussi, soit l'exploitation d'une vulnérabilité technique. Une fois que l'assaillant a un premier pied dans la porte, comme on dit, la deuxième étape, c'est le pivot. Qu'est-ce que c'est que le pivot? Le pivot, c'est l'attaquant qui va progressivement obtenir un pouvoir de nuisance de plus en plus grand. Puisque en rentrant typiquement dans la boîte mail d'un collaborateur, probablement que l'attaquant n'a pas encore de pouvoir de nuisance. Ce collaborateur n'a pas accès à de la ressource sensible, n'a pas la possibilité de supprimer quoi que ce soit. Donc là, il y a une étape qui peut être plus ou moins longue. Ça peut être des heures, des jours, des semaines, voire des mois, pendant lesquels l'attaquant est dans le système informatique et va progressivement obtenir ce qu'on appelle techniquement, va monter en privilège, mais vraiment la meilleure traduction qu'on puisse en donner, c'est va obtenir un pouvoir de nuisance. Et une fois que le pouvoir de nuisance est jugé suffisant par l'attaquant, celui-ci va déclencher, à proprement parler, le sinistre. C'est à ce moment-là que nous, le téléphone sonne et que la réponse à incident commence. Donc, je ne passe pas sur ce pivot parce que c'est une étape technique et on va aller directement sur l'attaque en tant que telle, la réalisation du préjudice, c'est-à-dire au moment où on se rend compte qu'on est attaqué. Il y a 3 grands types d'attaques. Aujourd'hui, même si c'est vraiment le gendarme et le voleur, les attaquants sont innovants, inventent en permanence de nouvelles choses, et le gendarme «court derrière» entre guillemets. Mais en ce moment, les choses entre guillemets «à la mode» vont être, premièrement, le ransomware. En bon français, on dirait rançongiciel, la contraction du coup de rançon et logiciel. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est, une fois que l'attaquant est dans le système informatique, c'est ce qui est arrivé à un de nos clients hier, il va chiffrer l'ensemble des données de l'entreprise et donc la paralyser et demander à cette entreprise une rançon, souvent sous forme de crypto-monnaie pour que le paiement ne soit pas traçable, en l'échange de laquelle il s'engage à rétablir l'ensemble de la donnée. Bon, la parole d'une personne qui vient de faire ça peut être mise en doute, mais voilà un peu le processus de cette attaque de ransomware. J'explique les 2 autres attaques et ensuite on va parler d'exemples concrets de ces attaques. La deuxième grand type d'attaque, c'est la fuite de données. Donc là, ça ne fait pas peur à toutes les activités. Donc la fuite de données, à qui ça va faire peur? Aux gens qui ont de la donnée sensible. Ça va être l'ensemble des professions médicales, ça va être les professions du chiffre, les experts comptables, les commissaires aux comptes, les notaires, les professions intellectuelles aussi, les professions de conseil par exemple. Ça va être des gens qui ont en général de la donnée sur des utilisateurs. Voilà. Eux ont très peur de la fuite de données. Et la troisième grande attaque, ça va être la fraude cyber. Donc ça, c'est l'attaque opportuniste, extrêmement fréquente. C'est suite à une intrusion dans un système informatique, l'attaquant va tout simplement détourner des fonds. Ça peut prendre beaucoup de formes différentes. On va le voir par la suite. Mais ici, je voudrais illustrer chacune de ces attaques. Et on va commencer par le ransomware. Est-ce que vous voyez bien mon écran sur un article de journal de France 3 Régions? Voilà. On va prendre des exemples concrets. Donc là, je vais m'appuyer sur des exemples concrets d'attaques. On est dans le Bordelais, on est en avril 2022 et on a des cabinets médicaux victimes d'un ransomware. Et là, je vais juste vous lire les témoignages des gens sur place. Quand on a ouvert, c'était un gruyère, il y avait des trous dans les plannings, on n'avait plus accès au rendez-vous. Secrétaire médical d'un des cabinets attaqués à Pessac. L'ensemble des informations concernant le quotidien du cabinet, rendez-vous, paiement, radio, historique des patients, a disparu d'un seul coup.
Une expérience traumatisante, je vous laisse imaginer, et comme d'habitude, c'est un vendredi. Bon, le pirate, il rentre toute la semaine, hein, il chôme pas. Par contre, l'attaque, elle se déclenche systématiquement le vendredi à 18h, ou juste après le départ du DSI ou de la personne en charge de l'informatique, parce que l'objectif du pirate, c'est de faire le plus mal possible. On est en face de gens extrêmement mal intentionnés. Donc ça, c'est un classique. Voilà, pour être culture générale, c'est systématiquement le vendredi que ça commence. Toute l'équipe s'en souvient parfaitement. On n'avait plus aucune trace, non seulement des rendez-vous, mais aussi des règlements, des remboursements, l'historique des patients, etc. C'est ce que je viens de vous dire. Et comme en matière d'orthodontie, aujourd'hui, tout passe par l'informatique, ce fut un bouleversement total, un vrai traumatisme. Les conséquences sont concrètes, hein. On ne savait plus à quelle heure on commençait, on ne savait plus à quelle heure on allait finir, alors que tout est très cadré. Cet exemple, pourquoi est-ce que moi, il me parle? Parce que pour beaucoup de gens, le risque cyber, c'est théorique parce que on se dit, c'est de l'informatique, c'est immatériel, ça ne peut pas se toucher. Un incendie, tout le monde se représente. Un bris de vitrine, tout le monde se représente. Par contre, pour beaucoup de gens, et peut-être encore certains d'entre vous, le risque cyber, il est théorique, il flotte un peu là, mais pas du tout. Il faut s'imaginer que les outils informatiques desquels sont privées les entreprises qui se font attaquer, c'est des choses très simples, hein. C'est le calendrier, c'est le planning, c'est la boîte mail, c'est l'outil de facturation, c'est toutes ces petites choses qu'on oublie dans notre quotidien au travail, tellement elles font partie de notre routine, mais sans lesquelles on se trouve bien en peine de travailler. Hem, on a énormément de courtiers en assurance et beaucoup d'entre vous qui sont assurés chez nous, parce que quand on prend le temps de leur expliquer ça, ils réalisent qu'effectivement, bah, si demain, en arrivant au bureau, il y a rien qui fonctionne, ça va être compliqué, quoi. Ça va être très compliqué. Donc ça, c'est un exemple de ransomware sur des cabinets médicaux, des cabinets dentaires en Gironde. Donc cet exemple illustre aussi très bien le fait que des petites structures, aujourd'hui, se prennent des attaques qu'on voyait il y a 10 ans seulement sur des groupes du CAC 40. Malheureusement, l'innovation, c'est pas que nous, c'est pas que Stoic, c'est pas que les startups, c'est aussi les gens mal intentionnés. Et ces gens mal intentionnés utilisent aujourd'hui des outils qui autrefois étaient réservés à des experts, qui sont très démocratisés. Et donc, autant vous dire qu'un pirate n'a pas visé ces cabinets médicaux en Gironde, mais juste, il a dû rentrer là par une grosse campagne de phishing, comme il aurait pu rentrer à droite ou à gauche. Et c'est sur eux, une fois qu'il était rentré dans le SI, il s'est dit, bah là, ça vaut le coup de déployer un ransomware parce que je vais pouvoir en tirer quelque chose. Voilà. On vous partagera après le webinaire tous ces exemples. Et d'ailleurs, on les met à disposition de nos courtiers partenaires, ces exemples d'attaques, pour que s'appuient sur ces attaques afin de mieux parler du risque cyber. J'enchaîne sur un autre exemple d'attaque. On va parler de fuite de données, qui était le deuxième grand exemple d'attaque. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Veja, qui est une marque de basket que j'aime bien. Là, je suis sur le site de BFM TV. Veja, marque de basket à la mode, qui s'est fait dérober l'ensemble des adresses mail de ses clients. Bon, on pourrait se dire qu'a priori, c'est pas grave. Voilà, il y a les mails qui traînent. Bon, s'il y a les mails, il y a aussi les prénoms, les noms, les numéros de téléphone. J'espère pour eux qu'il n'y a pas les adresses de paiement. En tout cas, il y a de la donnée qui se balade. Pourquoi est-ce que c'est grave? Bon, aucune donnée bancaire n'est concernée. Pourquoi c'est grave? Parce que tous ces gens dont la donnée a fuité, l'attaquant sait que ce sont des clients Veja. Donc, qu'est-ce qui lui empêche, derrière, d'envoyer à ces 20 000 personnes un mail de phishing bien fait, qui va imiter Veja, et qui va les inviter, par exemple, à se connecter à leur compte Veja pour récupérer de l'argent qui resterait sur le solde? Je vous donne un exemple. Je pourrais inventer 10 autres scénarios comme ça. Ou peut-être se connecter aussi de Veja parce qu'il y a une vente exclusive en ce moment avec des grosses réductions. Et derrière, récupérer des informations bancaires, des codes de carte bleue, etc. Une fuite de données, même d'adresse mail, c'est grave pour ces raisons-là, parce que ça permet derrière à un attaquant de commettre une action malveillante. Voilà pour cet exemple de Veja. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ce crime cyber, ces gens qui traînent dans ce milieu-là, ils font la division du travail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dérober les adresses mail et ça ne va pas être la même personne qui va utiliser ça pour nuire à l'entreprise. Cette personne qui a dérobé les adresses mail, elle est probablement spécialisée là-dedans et ce fichier, elle va le mettre en vente sur le dark web. Elle va dire, j'ai 20 000 adresses mail d'une marque de basket française, je les mets à prix à 5 000 €, achète qui veut en crypto-monnaie. Voilà, quelqu'un d'autre va les acheter, quelqu'un d'autre qui est plus spécialisé dans l'étape suivante de l'attaque, qui va être typiquement de créer ce mécanisme-là, un peu comme ce qu'on avait fait avec les salons du courtage, de créer un site internet qui ressemble à Veja, c'est facile, à mon avis, pour une dizaine d'euros, on peut en créer un.
etc. Donc voilà, la fuite de données. Là, on a un acteur du e-commerce. On pourrait donner aussi beaucoup d'exemples de gens dans le milieu médical. Alors eux, ça les fait vraiment, leur fait extrêmement peur. Les conséquences peuvent être très concrètes aussi, hein. Imaginez que la donnée fuite médicale sur un patient qui a une pathologie grave, ça peut freiner l'obtention d'un prêt bancaire, par exemple. Enfin, on peut imaginer des conséquences très concrètes. Et aussi dans les professions libérales, type cabinet d'avocat, etc. La donnée est importante. J'entends un petit son qui pop. Est-ce que ce sont des questions qui sont posées dans le chat? Alors, attendez. J'ai une question qui est: un hacker est-il un pirate? De Philippe Offray. Oui, c'est l'équivalent moderne du pirate. C'est quelqu'un qui va détruire de la valeur pour s'en accaparer un peu, quoi. Voilà. Jonathan, tout le monde peut avoir accès au dark web? Oui, c'est ultra simple. C'est quelque chose qui fait fantasmer, cette notion de dark web. Dans les faits, en 5 minutes, quelqu'un qui est un peu bidouilleur va installer un navigateur spécifique au dark web. Donc, ce n'est pas Google Chrome comme j'utilise moi, c'est autre chose. Ça peut être Tor, par exemple, et avoir accès au dark web. Ceux qui nous connaissent savent que chacun de nos assurés, on va auditer une fois par semaine sa surface d'attaque via ce qu'on appelle notre scan externe de vulnérabilité. Une des choses que fait notre scan, c'est d'aller chercher sur le dark web si on trouve des données à vendre sur un de nos clients. Typiquement, Veja, si on fait tourner notre scan, on trouvera qu'il y a une fuite de données, qu'il y a des données à vendre sur des clients ou des collaborateurs sur le dark web. Alors, top, il y a des questions, c'est nickel. Sophia, un VPN peut-il limiter les dégâts d'une cyberattaque? Alors, c'est une bonne question, c'est qui tout double. Alors, pour contextualiser, un VPN, c'est un moyen d'accéder à distance à des outils informatiques qui ne sont normalement accessibles qu'en physique. C'est quelque chose qui a explosé avec le Covid et le télétravail, puisque de plus en plus de gens ont dû, depuis chez eux, utiliser les outils qu'ils utilisaient avant au travail. Un VPN, c'est un accès qui est supposément sécurisé, mais en fait, il y a énormément de vulnérabilités recensées sur les VPN, ce qui fait que c'est un moyen privilégié pour les attaquants de rentrer dans le SI. Si vous voulez, un VPN, ça crée autant de portes vers le SI à distance que de gens qui se connectent à distance au SI. Donc, c'est un peu qui tout double. Avec l'avènement du télétravail, le système informatique de l'entreprise s'est complexifié. Il y a des accès à distance, des portes ouvertes. Et en fait, il y a une multiplication des attaques par des VPN ou des RDP, qui est un équivalent technique, mal configuré. Donc, je dirais non. Moi, je dirais que nous, Stoic, on préfère une société qui ne va pas utiliser de VPN, qui est un outil facilitateur pour le quotidien du collaborateur, mais qui va faire transpirer un DSI ou transpirer quelqu'un de la technique d'informatique. Cathy, bonjour Cathy. Avons-nous un moyen de savoir si le système est sous surveillance avant l'attaque? Alors, si ta question, Cathy, c'est en gros si quelqu'un est déjà dedans, je pense que c'est ça en fait. Un attaquant est déjà dedans en mode dormant et attend de voir s'il y a, attend de déclencher une attaque. Alors nous aujourd'hui, Stoic, on est l'assureur qui va le plus loin dans la surveillance, le monitoring et la réduction du risque. On travaille à une brique d'agent qui sortira en début d'année prochaine et qui nous permettra de détecter des comportements de succès avant les attaques. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on sera les premiers à le faire en Europe, premier trimestre 2023. Philippe, donc, avez-vous des exemples d'attaques via télétravail, des chiffres? Bon, des exemples, on en a plein. Des chiffres, pas tout de suite. Donc, laissez-moi me poser la question et vous répondre par mail dans la foulée. Xavier, bonjour Xavier. Est-il possible de savoir au moment du scan si le prospect a déjà des infos dispo sur le dark web? Oui. Tous les utilisateurs de Stoic, vous courtiers, quand vous rentrez une nouvelle étude, vous scannez donc l'entreprise. Dans les résultats du scan, vous aurez les vulnérabilités en premier. Le deuxième onglet, c'est fuite de données. Et là, vous verrez si on a trouvé des mots de passe à vendre sur le dark web de gens, de collaborateurs de l'entreprise que vous étudiez. Ça m'est arrivé hier avec un courtier avec qui j'étais sur un appel. Pas de vulnérabilité détectée, mais on a trouvé 4 mots de passe de collaborateurs qui étaient en vente sur le dark web. Donc, notre scan les trouve. Voilà. Alors, Yanis, si nous cliquons sur un lien de phishing, le pirate est déjà dans le SI. Où faut-il se connecter à quelque chose? C'est une très bonne question. Cliquer sur un lien, c'est bon. La personne n'est pas encore dedans. Là où c'est problématique, c'est que quand on clique sur le lien, on va arriver sur une page qui va être une fausse page, qui va imiter une page Google Amélie. Et là, on va nous inviter à rentrer les identifiants. Et c'est quand on a rentré les identifiants que l'attaquant va immédiatement être notifié et va se connecter au vrai site, lui, avec nos identifiants qu'on lui a donnés, et va changer de mot de passe immédiatement.
Et là, le problème commence. Le plus grave, c'est si l'attaquant a accès au compte de messagerie de boîte mail, hein. Pourquoi? Parce que depuis le compte de messagerie, derrière, l'attaquant peut réinitialiser tous les mots de passe qu'il veut. Vous savez, sur n'importe quel site que vous utilisez, moi, j'ai refait, par exemple, la carte, la plaque d'immatriculation de ma voiture en me connectant à un service de l'État qui s'appelle ANTS. Enfin, vous voyez tous ces services de l'État là. J'ai pu réinitialiser mon mot de passe que j'avais oublié en utilisant cette fonction réinitialisation de mot de passe qui m'a envoyé un lien vers ma boîte mail et j'ai réinitialisé mon mot de passe. Donc l'accès, quand l'attaquant a accès à la boîte mail, il peut réinitialiser tout ce qu'il veut comme mot de passe et là, très vite en cascade, ça va se dégrader. Autre question, le gestionnaire de mot de passe est-il efficace? Je vois qu'il y a plein de super questions, je les lis là, elles sont toutes top. Je propose qu'on avance dans la presse et on les garde pour la fin. Je m'engage à y répondre. Mais c'est des bonnes questions, Philippe, Gilles, Baudouin, Laurent. Je reviens donc à ma présentation. Ransomware, on a vu un exemple, c'était les cabinets girondins. Fuite de données, on a donné un exemple, c'était Veja. Et cyberfraude. Ou cyberfraude, ça, on en a tout le temps, c'est des petits sinistres. Donc, peu d'intensité, beaucoup de fréquence. Un exemple qu'on a eu, c'est un restaurateur à La Rochelle qui reçoit un coup de fil d'un de ses collaborateurs qui lui dit « j'ai pas reçu ma paye ». Donc, le restaurateur dit « si, c'est parti ». Non, c'est pas arrivé. Et donc là, le restaurateur se rend compte que quelqu'un avait remplacé le RIB du collaborateur par le sien, en étant pénétré dans le Google Drive où était stockée cette information-là, et avait envoyé un mail au comptable en disant « Bonjour, mon RIB a changé, le salaire le mois prochain, il faut le verser là-dessus ». Ça, c'est la version simpliste de la fraude cyber. Il y en a de nouvelles qui sortent tous les jours. On a aussi vu une galerie d'art qui a pris un sinistre monstrueux pour le paiement d'une œuvre de grande valeur. Donc, ça peut vraiment aller du petit sinistre au très gros. Voilà, c'est ça la cyberfraude. Je vais vous parler rapidement de Stoic. Je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais je veux réinsister sur pourquoi est-ce qu'à mon sens, on est la meilleure réponse pour une PME face à tout ce risque dont on vient de parler. Il y a deux composantes. La première, c'est que pour vous, courtier, et je vais me mettre en grand écran, pour vous, courtier, on vous simplifie drastiquement la vie par rapport aux assureurs traditionnels, puisqu'il n'y a pas de questionnaire à faire remplir par votre client. Un client peut acheter l'assurance Stoic s'il est éligible à l'issue d'un scan externe de vulnérabilité. Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Vous, courtier, vous avez accès à votre extranet Stoic. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez nous contacter après le webinaire pour vous créer un accès. Vous rentrez un nouveau prospect, on vous demande deux choses, le nom de l'entreprise et son nom de domaine, c'est-à-dire son site internet ou l'extension qui est après le arrobase dans sa boîte mail. Vous rentrez cette chose-là, ce nom de domaine, et là, Stoic, nous lançons un scan qui va prendre en moyenne 1 heure à tourner, parfois plus si le SI est conséquent. Ce scan, c'est un audit externe, on ne rentre pas dans le SI de votre client, mais depuis l'extérieur, on va regarder tout ce qu'on peut voir. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités? Est-ce qu'il y a eu des fuites de données sur le web, le dark web? Est-ce que les boîtes mail sont bien configurées? On va vraiment tout regarder depuis l'extérieur et noter sur 100 l'hygiène cyber de l'entreprise. Si elle a plus de 60, vous pouvez lui vendre un contrat d'assurance Stoic, vous n'avez pas de questions à lui poser. Fini les questionnaires rébarbatifs. Donc ça, c'est la grande simplification qu'on apporte à vous, courtier. Notre proposition de valeur pour vous, c'est en un clic, savoir si votre client est éligible ou pas. Et s'il est éligible, en 120 secondes, vous pouvez aller jusqu'au contrat. Beaucoup, beaucoup plus simple que les assureurs traditionnels. Mais ce que je trouve encore plus beau dans ce qu'ont fait nos ingénieurs, c'est la proposition de valeur pour l'assuré, l'entreprise finale. Et ça, c'est notre positionnement qui combine protection et assurance. C'est quelque chose qu'on a été les premiers à faire en Europe et sur lequel on est le plus avancé. C'est la combinaison entre, d'un côté, la cybersécurité, la réduction du risque, et de l'autre, l'assurance. C'est un peu le fantasme de l'assureur de pouvoir mesurer, réduire en temps réel le risque. Ça n'est pas possible sur la plupart des risques. Sur de la MRI, de la MRH, de l'automobile, ce n'est pas possible parce que la collecte d'informations est impossible. Mais sur le risque cyber, tout est là. C'est de l'informatique, c'est des 0 et des 1. Donc, avec une équipe d'ingénieurs suffisamment solide, c'est possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Sur la partie réduction du risque, comment est-ce qu'on réduit le risque pour nos clients, en amont même du sinistre? Par deux outils, que sont notre scan externe, je vais vous le montrer juste après, et de la simulation de phishing en continu. Ces deux outils-là, ils sont disponibles gratuitement pour tous nos assurés. On pourrait les vendre, et ça coûte assez cher, un scan externe de vulnérabilité ou du phishing quand c'est bien fait. On a décidé de les donner à tous nos assurés gratuitement parce que ça réduit considérablement notre S sur P. Un assuré Stoic est 2 à 3 fois moins sinistré qu'un assuré d'un assureur traditionnel. Parce qu'en amont du sinistre,
On n'attend pas les bras croisés comme un assureur qui fait du cyber. Nous, on est une boîte de cyber qui fait de l'assurance. Quand quelqu'un s'assure avec nous, faites-moi confiance, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de sinistre, puisque c'est nous qui payons les pots cassés. Donc, on va voir cette partie cyber, puis la partie assurance. Sur la partie cybersécurité, on va commencer par le phishing. 80% des attaques commencent par ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, Stoic, pour réduire le risque qu'un de nos clients subisse du phishing? Je vais vous montrer ça directement dans la plateforme Stoic. Ici, je vous montre le compte Stoic en ligne qu'a un assuré. Si demain, quelqu'un d'entre vous vend un contrat d'assurance Stoic à un de ses clients, une entreprise, ce client aura accès dans la foulée à un espace en ligne Stoic où il retrouvera les 2 outils de sécurité. Le premier outil, c'est le phishing. On est les seuls en Europe à créer ça. Personne d'autre, aucun assureur, aucun courtier grossiste n'a ça. On propose à l'entreprise, une fois qu'elle a signé son contrat d'assurance, de connecter son compte de messagerie à Outlook, Office 365, Gmail, que sais-je, à Stoic, en un clic. En un clic, on va donc récupérer les emails de tous les collaborateurs de l'assuré. Une fois qu'on a récupéré ces emails en un clic, c'est parti. Chaque collaborateur va recevoir de notre part des mails de phishing, une fois par mois. On a des ingénieurs qui font comme des attaquants. Ils créent des mails de phishing en permanence. On a plein de modèles. On a un modèle Google qui va ressembler à ça, un modèle Amélie qui cartonne, une personne sur 4 qui tombe dedans, ou un modèle impôt.gouv qui marche très fort aussi. On rajoute des modèles en permanence. Chacun des collaborateurs de l'assuré n'a pas besoin d'être au courant, mais va recevoir un mail de phishing par mois, pas en même temps que son voisin, c'est bien fait, c'est envoyé de façon décalée. Et la grande différence avec un pirate, c'est que nous, si on arrive à faire tomber dans le panneau un des collaborateurs de l'assuré, celui-ci est redirigé instantanément vers une formation de 2 minutes en ligne gratuite que nous avons développée. Encore une fois, on est les seuls à faire ça, et qui va lui expliquer pourquoi il est tombé dans le panneau et ce à quoi il aurait dû faire attention. On n'est jamais aussi réceptif que quand on vient de se faire avoir, et donc former comme ça sur le moment où un collaborateur s'est fait avoir, c'est là que c'est le plus efficace. Plutôt que de prendre tout le monde dans une salle de réunion et de dire un lundi matin: «Attention, formation phishing», ça marche beaucoup moins bien. Là, je vous montre notre espace à nous. On est soumis nous-mêmes, collaborateurs Stoic, à du phishing, et vous voyez qu'en plus de cette simulation de phishing en continu, j'ai des stats, et donc le DSI de votre client, de la PME que vous aurez fait signer avec nous, aura accès à ce tableau de bord, nombre d'emails envoyés, nombre d'emails ouverts, liens cliqués, identifiant soumis. Donc là, je sais que j'ai 4 personnes à risque dans l'entreprise: Théophile, Nicolas, Martin, Geoffroy. Si je prends l'exemple de Théophile, je vois en cliquant ici que c'est le 1er septembre qu'il a soumis des identifiants à un mail qui se faisait passer pour un mail de Google. Bon, une fois, c'est pas méchant. Ce qui va être compliqué, c'est quand on a un collaborateur qui se fait avoir de façon répétée. Et là, nous, l'information, elle est remontée, hein, vous la voyez ici, et donc vous pouvez proposer plus de formation, plus d'accompagnement, parce que c'est par ce collaborateur-là que l'attaque risque d'arriver. Cette sensibilisation en temps réel au phishing, elle dure toute la durée de l'assurance. 1 mail par mois par collaborateur. On peut assurer des sociétés qui font jusqu'à 250 millions de chiffre d'affaires, comme vous le savez tous. On a donc des clients qui ont plusieurs centaines de collaborateurs. Acheter dans le commerce auprès d'une entreprise de cybersécurité un module de simulation de fichiers en continu comme celui que je vous montre là, parfois on n'est pas loin du coût de package Stoic qui fait assurance plus phishing plus scan. Nous, la volonté de le donner gratuitement à tous nos assurés, elle suit une logique assez simple qui est de dire ça nous économise des sinistres, ça nous évite des ransomware. À la fin de l'année, on s'y retrouve. Mais les gens qui vendent ces choses-là de façon comme un produit, qui vendent du phishing, nous voient un peu d'un mauvais œil parce qu'on vient avec un business model qui nous permet d'être beaucoup plus intéressant en termes de prix. Voilà pour le phishing. Je pourrais vous montrer des exemples de mails de phishing que j'ai reçus. Ils sont ultra bien faits. Même des gens de chez nous tombent dans le panneau. Et donc, les 2 ingénieurs chez nous qui font ça à temps complet ont pour objectif, et c'est mesuré au mois, d'augmenter le pourcentage de collaborateurs nos assurés qu'ils arrivent à faire tomber dans le panneau. Donc, c'est des gens qui pensent comme des attaquants, qui font comme des attaquants. Seulement quand c'est nous qui les avons, les collaborateurs, il n'y a pas un ransomware derrière, il y a une formation gratuite. Voilà. Ça, c'est le premier outil de sécurité. Le deuxième outil de sécurité, c'est en lien avec les 20% d'attaques qui ne commencent pas par un phishing réussi, mais qui commencent par l'exploitation d'une vulnérabilité technique. Et c'est ce scan dont on a parlé plusieurs fois. Ce scan, je vous le montre ici. Bon, mauvais exemple, on est sur le site de Stoic, on a 100 sur 100, je vais vous montrer quelqu'un d'autre, un de nos assurés. Ce scan qui permet de définir l'éligibilité d'une entreprise ou pas, au moment de la souscription, va ensuite tourner toutes les semaines sur chacun de nos assurés. Et toutes les semaines,
En cas de dégradation de la posture de sécurité, si on détecte des problèmes, on notifie par mail l'entreprise. On demande un contact informatique au moment de la signature du contrat. C'est cette personne qui sera notifiée. Là, je vous montre l'exemple d'un client qui a souscrit avec une note d'à peu près 70 sur 100. Je vous rappelle tout à l'heure qu'il fallait plus de 60 sur 100 pour souscrire. Cette entreprise, une semaine après, on détecte une grave aggravation de la posture de sécurité. Notre scan tombe à 33. Première chose, si là, il se fait attaquer, il n'y a pas d'échéance de garantie. 60 sur 100, c'est un prérequis à la souscription, mais si pendant la durée de vie de l'assurance, le score se dégrade, tombe sous les 60 et qu'il y a un sinistre, notre police d'assurance TOIC joue normalement. L'entreprise est assurée, on indemnise 100%. En revanche, ici, le DSI est notifié. Bon, on était 28 juillet, le DSI était en vacances. Donc le DSI revient le 15 août. À partir du 15 août, il se met à résoudre avec notre accompagnement les problèmes et on voit son score qui va progressivement remonter jusqu'à 88 sur 100. Il reste un petit souci, mais qui est moyen, c'est pas grave. Donc vous voyez qu'en plus de la sensibilisation au phishing, ce scan qui va tourner toutes les semaines sur tous nos assurés gratuitement va permettre de le notifier en temps réel de l'apparition de nouvelles vulnérabilités techniques. C'est extrêmement apprécié par les entreprises qui sont assurées chez nous parce que grosso modo, on fait la veille pour elles du risque. Et les intérêts sont parfaitement alignés. Nous, on a tout intérêt à ce que nos assurés ne se fassent pas attaquer parce que c'est nous qui décaissons et c'est notre caisse qui se vide en cas, enfin celle de Swiss Re, mais notre réassureur, mais c'est pareil, en cas de sinistre. En une seconde, ce scan, il est extrêmement poussé. Il y a d'autres entreprises du secteur qui ont créé des scans. Nous, on a une équipe de 20 ingénieurs cyber, donc on est les plus matures aussi en termes de scan. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire de l'énumération à partir du nom de domaine, adresse IP, service web et réseau exposé. Derrière, on va regarder si on trouve des vulnérabilités, en l'occurrence une ici. On va regarder s'il y a des fuites de données. Donc là, pas de fuite de données sur le web ou le dark web pour cette entreprise, mais on en trouve très régulièrement. Et donc, ça fait tout drôle à un DSI quand tu lui montres le mot de passe d'un de ses collaborateurs ici en lui disant qu'il est à vendre sur le dark web. Souvent, c'est des gens qui s'assurent avec nous derrière. Et on va regarder s'il y a une bonne configuration réputation des serveurs mail, donc des marques et SPF, et s'il y a des adresses IP qui ont des mauvaises réputations. Donc là, on en voit deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est probablement des adresses IP via lesquelles des mails sont envoyés et dont la réputation se dégrade. Ça veut dire que les mails vont derrière tomber en spam, etc. Voilà pour le scan. J'espère que je parle pas trop vite et que je perds personne, sur le webinar. C'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais vraiment tenir, toute la journée, voire toute la semaine. Il est 40, donc je vais pas, continuer trop longtemps. Je vais récapituler simplement. Hem, la grande innovation qu'apporte Stoic sur le marché et la raison pour laquelle on se développe rapidement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le fait que la police d'assurance, elle est couplée de façon indissociable avec des outils qui viennent drastiquement réduire le risque pour l'assuré. Ces outils, aujourd'hui au nombre de 2, phishing et scan externe de vulnérabilité, visent à drastiquement réduire la probabilité d'une attaque. Nos ingénieurs ne chôment pas. On a 3 autres outils qui arrivent rapidement, qui seront à nouveau tous disponibles gratuitement pour toutes les entreprises assurées Stoic. Ces outils sont un scan interne de vulnérabilité, un scan de cloud, un scan d'Active Directory et des agents qu'on va déployer chez nos clients. En fait, la logique de Stoic, quelle est-elle? Eh bien, c'est de payer des ingénieurs à Paris plutôt que de payer des sinistres. Et donc nous, tout cet effort d'R&D qu'on est en train de faire pour sécuriser et diminuer violemment le risque pour nos assurés, c'est un calcul gagnant puisque ça fait qu'on a un S sur P qui n'a rien à voir avec les assureurs du marché. Voilà pour, cette petite partie. Je reviens, ouais, on me dit que l'événement est complet. Il y a les gens qui veulent rentrer ne peuvent même pas accéder. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, donc pas mal, on a du succès. C'est un problème quand même, il faut qu'on règle ça. Je reviens sur, le phishing, sur mes slides. Donc vous avez compris, le phishing, je vous l'ai montré en live. Le scan externe de vulnérabilité, on l'a vu en live aussi. Pour finir, il est 40, c'était l'heure à laquelle je voulais finir, 39. Au-delà d'être, je pense, la meilleure réponse au risque cyber que vous pouvez distribuer à vos assurés, à vos clients, on est aussi des partenaires pour vous. Et Stoic, on est une fonction support pour vous, courtiers. On met énormément de ressources à votre disposition, que ce soit des cartes qui recensent des attaques pour partager à vos clients, que ce soit de l'aide au ciblage, que ce soit des outils pour convaincre vos clients. On est vraiment là pour vous aider, vous équiper. Mais au-delà de ces outils-là, la vraie valeur ajoutée de Stoic, c'est qu'on a une grosse équipe commerciale qui est là pour vous. Mes équipes passent leur temps à faire des appels tripartites avec leur courtier et le client de leur courtier afin d'expliquer la solution Stoic avec le courtier,
Quand on est dans un appel courtier stoïque entreprise, c'est rare que l'entreprise ne s'assure pas avec nous. Et donc, ce que je veux vous faire passer comme message, courtier partenaire, c'est que invitez-nous si vous avez des appels où vous allez parler de cyber. Nous, on met quelqu'un sur la visio. On parlera de stoïque en 10, 15, 20 minutes, vous nous dites. Et ensuite, on s'éclipse, on vous laisse gérer la relation commerciale. Mais en nous faisant intervenir comme ça a deux impacts. Premièrement, quand on prend le temps d'expliquer ce que je vous ai expliqué, peu de gens en ressortent, j'ai envie de dire indemnes, plutôt pas convaincus. Et deuxièmement, ça vous permet, vous, courtier, par capillarité, de comprendre le discours qu'on déroule, de vous l'approprier et derrière, en toute autonomie, d'aller équiper 20, 30, 50, puis 100% de votre portefeuille en assurance cyber, puisque c'est l'objectif. C'est vraiment de venir équiper toutes les entreprises de France et de Navarre de cette solution qui combine protection et assurance. Il est 40. On a fait 2/3 de l'heure ensemble. Je vais essayer de passer les 20 dernières minutes sur les questions que vous avez posées. Donc, j'arrête de partager mon écran. Il y a des gens qui essaient de rentrer, qui n'arrivent pas. On n'a plus de place. OK. Et on va prendre les questions. Merci à tous. Je remonte donc la liste des questions. Et on va commencer par Philippe qui demandait si le gestionnaire de mot de passe est-il efficace. Oui, oui, oui. On conseille à tout le monde de mettre en place un gestionnaire de mot de passe. On en connaît plusieurs. Un des investisseurs derrière Stoic est un entrepreneur qui a monté un très beau gestionnaire de mot de passe, donc on peut vous en recommander. Nous, en interne, c'est obligatoire. C'est la première chose qu'on fait installer aux gens le jour de leur arrivée. Donc oui, gestionnaire de mot de passe, très bonne mesure d'hygiène cyber. Gilles, si j'ai bien compris, votre offre prévoit un scan avant, mais aussi un scan régulier du client après souscription. Tout à fait, Gilles. C'est le même en fait. Ce scan externe de vulnérabilité, on s'en sert une fois au départ. C'est un peu le videur de la boîte de nuit. C'est ce qui nous permet de dire oui, on accepte ce risque. Vous, courtier, vous pouvez proposer un contrat ou bien non, on n'accepte pas. Et c'est le même qui tourne toutes les semaines, une fois que le contrat est signé, dans le but de remonter à l'assuré les vulnérabilités qu'on détecterait. D'ailleurs, précision, en cas d'apparition de vulnérabilité, on notifie par mail la personne de l'informatique chez l'assuré. Si c'est une vulnérabilité critique, on a un ingénieur qui appelle. Donc, tous les matins, ce que font en arrivant nos ingénieurs cyber, enfin une partie de l'équipe, c'est de prendre leur téléphone et d'appeler les gens, les entreprises dont le scan a tourné pendant la nuit et chez qui on a détecté des vulnérabilités critiques. Et le discours qu'on tient au DSI, c'est là, il y a un problème qui est critique, c'est-à-dire facilement exploitable et dont l'exploitation aurait des conséquences immédiates sur votre activité. On vous propose gratuitement de monter avec nous sur une visio pour qu'on vous aide à le corriger. À nouveau, on préfère dépenser 1 heure d'ingénieur cyber plutôt que d'avoir un sinistre. Donc voilà un peu le niveau d'accompagnement que peut avoir avec vos clients. Vous, courtier, vous êtes toujours en copie des échanges, on vous prévient quand on parle avec votre client, mais dans des cas comme ça, extrêmes, on accompagne le client dans la réduction du risque et c'est extrêmement apprécié par l'assuré. Baudouin, le scan est-il intrusif? Le prospect peut-il le détecter en cours de réalisation? On a scanné à peu près 75 000 PME françaises là, cette année. Je regardais les chiffres l'autre jour. Sur de la cible PME, des petites entreprises, les services informatiques ne le détectent pas. Sur des plus grosses entreprises, dans nos clients qui font 200, 250 millions de chiffre d'affaires, les services informatiques sont plus musclés, ont mis en place des outils de monitoring et là, ça arrive qu'ils nous voient passer. Donc, ça peut arriver. Voilà. En revanche, il n'est pas intrusif. Ce scan, il ne rentre pas dans le système informatique de l'assuré. C'est un scan externe. La métaphore qu'on utilise, c'est comme si je voulais vérifier si une maison pouvait être cambriolée facilement. Je vais en faire le tour. Bon, avec un peu d'insistance, ça serait bizarre en vrai, mais je vais en faire le tour pour regarder s'il y a des fenêtres et des portes ouvertes. Mais c'est ça, si vous voulez, le mécanisme du scan. C'est regarder depuis l'extérieur tout ce que je peux voir et qui va me donner une indication du niveau d'hygiène cyber de l'entreprise. Ce n'est pas une vision exhaustive du risque, mais c'est la moins mauvaise des manières de se faire une idée. En tout cas, bien moins mauvaise que les questionnaires traditionnels des assureurs. Question de Laurent, la double authentification peut freiner l'attaquant complètement. Pareil, gestionnaire mot de passe et tout est fait, ou 2FA, double authentification, c'est des super mesures. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré pendant le phishing tout à l'heure parce que je ne voulais pas vous écraser d'informations, mais quand l'assuré connecte sa boîte mail pour qu'on aspire les mails et qu'on lance la campagne de phishing, nous, on peut détecter à ce moment-là s'il y a des utilisateurs qui n'ont pas de double facteur d'authentification. Donc, on le liste aussi au DSI. Qui, dans son organisation, n'a pas de double facteur d'authentification? C'est une info qu'on peut lui remonter. Vanessa, demandez-vous un MFA, donc MFA en anglais, multi-facteur d'authentification. C'est pareil que la double authentification, c'est deux formulations différentes. Est-ce qu'on le demande impérativement? Non. Pour les gens qui ont un nom de domaine sur lequel vous lancez un scan, ça n'est pas un prérequis à la souscription. Je sais que beaucoup d'assureurs le demandent, pas nous. En revanche,
vous pouvez vendre Stoic à des gens qui n'ont pas de nom de domaine, qui n'ont pas de site internet. Dans ce cas-là, la grosse vulnérabilité sera sur les boîtes mail. Et dans ce cas-là, et uniquement ce cas-là, oui, on demande du MFA pour que vous puissiez vendre la police d'assurance cyber. Donc, si je récapitule, s'il y a un nom de domaine, vous lancez un scan, pas besoin de MFA. S'il n'y a pas de nom de domaine, vous rentrez le nom de l'entreprise, vous mettez rien dans le nom de domaine. Et là, on vous demandera une chose en plus, c'est que l'entreprise ait du MFA activé. Si elle ne sait pas comment faire, avec grand plaisir pour prendre 20 minutes en visio avec votre client et lui faire installer gratuitement le double facteur d'authentification. On est là vraiment pour vous aider dans cette posture de conseil. Le MFA revient beaucoup avec une question de Jonathan. Je pense que j'y ai répondu. Merci Gilles pour le feedback sur le concept. On bosse dur, donc ça fait plaisir d'avoir des retours positifs. Si Dalia, le scan externe est-il payant? On est les seuls à ne pas le faire payer, le scan externe. Les entreprises de cyber le vendent. Nous, non. Vous pouvez, quand vous lancez un scan externe sur un de vos clients, ça ne vous coûte pas d'argent. Et d'ailleurs, depuis peu, vous pouvez télécharger au format PDF le rapport après que le scan est tourné. Ça fait une dizaine de pages et vous pouvez le partager avec votre client. Ça, c'est assez dingue aussi. C'est-à-dire que vous, plutôt que d'arriver avec un questionnaire rébarbatif à faire remplir, lors du premier échange, vous arrivez déjà avec un audit de sécurité que vous avez fait tourner sur Stoic, qui fait une dizaine de pages sur un PDF et vous pouvez remettre à votre client. Donc là, en termes de posture de conseil, devoir de conseil, on est en plein dedans. Donc non, le scan externe n'est pas payant. Et je redis encore une fois ce que j'ai déjà expliqué. Pendant toute la durée de vie du contrat, ce scan va tourner toutes les semaines pour l'assurer. Et ça, c'est pas payant. On ne peut pas acheter l'assurance sans les outils, ou les outils sans l'assurance, les deux vont ensemble. Et d'ailleurs, ce que j'aime souvent dire, c'est que si quelqu'un voulait acheter l'assurance sans les outils, l'assurance, elle serait encore plus chère qu'avec, puisque c'est les outils qui permettent de réduire le risque et donc de réduire le prix de l'assurance. Alors, Youssef, si le scan descend sous les 60 sur 100, est-ce que le contrat peut se poursuivre jusqu'à échéance? Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Pas d'échéance de garantie en cas de dégradation du score au scan. Véronique, prenez-vous des sociétés dont certaines filiales sont à l'étranger? Alors, on est en train de revoir notre texte. Il y a une prochaine mouture qui va sortir très prochainement. Mais oui, vous pouvez faire souscrire des sociétés dont le siège est en France, entre 0 et 250 millions de chiffre d'affaires. De 0 à 50 millions, vous faites en toute autonomie sur la plateforme. De 50 à 250 millions, on demande un échange. Un de nos ingénieurs cyber ou un de nos souscripteurs cyber va devoir échanger 1 heure avec le DSI de votre client, mais on peut aller jusqu'à 250 millions de chiffre d'affaires en haut et on peut dépasser le million de garantie. C'est assez récent, mais le S sur P qu'on a montré à Swiss Re pour notre premier exercice les a convaincus assez facilement de nous laisser aller sur du risque plus gros, donc jusqu'à 250 millions. Et pour les filiales à l'étranger, vous pouvez faire souscrire toute entreprise française et seront inclus dans le périmètre d'assurance les filiales établies dans l'espace économique européen. Donc l'espace économique européen, qu'est-ce que c'est? C'est l'Union européenne, à peu de choses près, mais donc le Royaume-Uni en est exclu depuis que nos amis anglais ont décidé de quitter le bateau. UK exclut de l'espace économique européen. Est-ce que, Yanis, un virus pour rentrer dans le SI peut être disponible dans un PDF ou une photo? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, je parlais de phishing et j'ai beaucoup insisté sur le cas du phishing où on fait cliquer sur un lien malveillant et derrière remplir identifiant mot de passe. En fait, il y a d'autres scénarios de phishing, typiquement une pièce jointe dans un mail que vous téléchargez, ça exécute une macro, un petit programme informatique et là, bam, on est dedans. Donc oui, le phishing, c'est pas seulement la soumettre des identifiants qui va déclencher l'attaque, ça peut être aussi cette pièce jointe malveillante qu'on télécharge. Gilles, est-ce Stoic ou le client qui pilote les outils? Alors, le scan externe, c'est nous qui le lançons. Donc, le client n'a rien à faire, il peut se connecter sur la plateforme Stoic, l'assurer pour voir les résultats, mais même sans se connecter, nous on notifiera s'il y a une dégradation du score et donc du risque. Et pour le phishing, c'est l'assuré qui, juste après la signature du contrat, en 3 clics et 3 minutes, va paramétrer le phishing. Donc, il doit connecter ce compte de messagerie à notre outil de phishing, cliquer sur activer et c'est fini. Il n'a plus jamais à y penser. Tous les mois, chaque collaborateur recevra un mail de phishing pendant toute la durée de vie du contrat d'assurance, donc le plus longtemps possible, des dizaines d'années si tout se passe bien. Juliette Zitoun, bonjour. Où sont stockées les données que vous avez sur les assurés? Très bonne question. Donc, nous, Stoic, on est des malades de sécurité. Parmi les 20 ingénieurs en informatique qu'on a, beaucoup sont des anciens pentesters, donc des gens qui viennent d'entreprises Wavestone, Intrinsec, du CNRS, de chez Amazon, donc sont des engins de sécurité. Tout est stocké sur des serveurs qui sont ultra protégés. C'est des serveurs cloud chez des gros providers de cloud. Mais c'est chez nous et c'est ultra sécurisé. Pour info, on a même la DGSI, donc les services secrets français, qui
nous accompagnent là-dessus, qui sont venus interroger notre fondateur Jules il n'y a pas longtemps. Donc, c'est un sujet stratégique auquel on fait très gaffe. Antoine qui a une question sur un projet effectué. Condition d'éligibilité, avoir la double authentification pour se connecter à la boîte mail. Alors ça, Antoine, vous l'avez vu parce que c'est un prospect qui n'a pas de nom de domaine. Ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un nom de domaine, quand vous lancez le scan, derrière, on ne demande pas ce critère d'éligibilité. En revanche, si il n'y a pas de nom de domaine qui est rentré, une entreprise sans nom de domaine, on va demander un critère d'éligibilité en plus, qui est la double authentification sur les boîtes de messagerie, puisque c'est là qu'est le risque dans ce cas-là. Grosso modo, il n'y a plus les 20% de risque d'intrusion par une vulnérabilité technique. On est 100% sur un risque de phishing. Nicolas Pantier, les assureurs pourront rembourser les rançons payées par leurs clients, a décidé Bercy, tout à fait. Quelle est votre position sur ce sujet? C'est une bonne question. Alors déjà, si on prend le risque globalement, un assuré stoïque, avec tout ce qu'on a vu, il est beaucoup moins attaqué que la moyenne. Le ransomware, c'est un événement qu'on connaît bien. Je vous disais, on en a eu un hier sur un de nos clients. Nous, on a la capacité d'avoir, on a une réponse incident en interne. On est les seuls à pas sous-traiter ça. On travaille un peu avec Inquest sur des gros sinistres, mais on est le premier assureur en France à avoir la capacité de traiter en interne ces sujets-là. On a notre propre CERT. Dans la plupart des ransomware, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au paiement de la rançon. Celui qu'on a eu hier et c'est résolu ce matin. Nos gars étaient dessus jusqu'à tard hier. Donc, dans la majeure partie des cas, pas besoin de payer la rançon. En ultime recours, il peut y avoir besoin de payer la rançon. Notre texte aujourd'hui ne le prévoit pas. C'est-à-dire que libre à l'assuré de payer la rançon s'il veut. Notre texte n'en prévoit pas le remboursement aujourd'hui. Et vous avez pu voir qu'on a une position publique très tranchée et on crie sur tous les toits qu'il ne faut surtout pas payer la rançon. Cette position publique, c'est celle que tout le monde devrait avoir parce que dire l'inverse publiquement, ça attire l'attention de pirates sur notre tissu économique. Donc c'est, je ne vais pas employer le terme grossier, mais une grosse bêtise que des gens fassent la publicité de leur service ou de leur assurance en disant qu'un des avantages, c'est le paiement de la rançon. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose. En revanche, nous, on évolue vers plus de pragmatisme et donc dans la prochaine mouture de nos CG, on permettra l'indemnisation du paiement de la rançon. C'est une question de semaines avant que notre texte soit amendé. Donc on y vient. En revanche, notre position publique ne bougera jamais et on criera toujours haut et fort sur tous les toits qu'on ne paie pas la rançon, que c'est une bêtise de le faire. Mais dans le texte, on va évoluer pour se réserver le droit de le faire en cas d'ultime recours. Et je pense que ça vous simplifiera aussi la vie à vos courtiers puisque c'est quelque chose qui polarise beaucoup les conversations. C'est une question qui revient tout le temps alors qu'en fait, elle est relativement anecdotique. C'est plus une posture qu'autre chose. Donc voilà, d'ici quelques semaines, Stoic permettra l'indemnisation de la rançon, mais notre posture publique restera la même. C'est un sujet chaud. Laurent, j'ai des clients suisses, allemands et monégasques. Elles vous présentent sur ces territoires. Alors, on fait le plus vite possible, Laurent, mais pas encore. Et à ma grande peine, mais on bosse vite sur l'international, qui devrait arriver rapidement début d'an prochain. Donc, sur ces 3 pays-là, il y en a un sur lequel on regarde activement. Jonathan, pourriez-vous faire une présentation pour rassurer nos clients afin d'expliquer le scan réalisé sur leur domaine? J'ai un DSI qui s'est inquiété. Bien sûr, Jonathan. On peut parler à vos clients, comme je disais, organiser une visio avec nous et votre client, on explique ce qu'on fait, avec grand plaisir pour intervenir ou partager des supports. Qualification du risque, Antoine. Un deuxième facteur d'identification n'est pas nécessaire pour se connecter à votre ressource sensible, n'est-ce pas contradictoire? Oui, il y a 5 questions de qualification du risque dans le processus de souscription Stoic. Ce ne sont pas des critères d'éligibilité, Antoine. Quelle que soit la réponse apportée par l'entreprise ou par le courtier, vous pourrez proposer une police d'assurance. Ce n'est pas des choses qu'on demande à l'assuré de faire, c'est juste pour nous affiner un peu plus le prix en affinant le risque. Donc, quelle que soit la réponse, vous pourrez proposer une police d'assurance. Une police d'assurance. Marie-Thérèse, comment expliquez-vous qu'un de vos clients ait subi un rançon logiciel? Ça, c'est que le risque zéro n'existe pas. On se protège aussi autant qu'on veut, il n'y a pas de risque zéro. Donc nous, on réduit drastiquement la probabilité d'un sinistre, mais on ne la supprimera jamais. Et si on la supprimerait, si on l'avait supprimée complètement, on ne se parlerait pas, il n'y aurait pas besoin d'assurance. Or, ce qu'on vend, c'est de l'assurance. Donc, ça s'explique. La principale raison sur le fait qu'on ait des rançons logicielles, c'est qu'on a de plus en plus de clients, une très forte croissance, et donc on en prendra de plus en plus des sinistres. Mais le risque zéro n'existe pas, n'existera jamais. Donc, ce qu'on vend, c'est vraiment de l'assurance. Le sous-jacent, c'est de l'assurance. Thierry, comment est-ce qu'on fait pour que le DSI ne soit pas embêté par quelqu'un d'autre que nous en cas d'alerte? C'est une bonne question, je me la suis jamais posée. Le DSI, souvent, c'est la personne de l'organisation qui est la moins à risque parce que c'est la plus sensibilisée à ces sujets. Et après, c'est les bonnes pratiques. Est-ce que l'adresse mail est la bonne? S'il y a un doute, il faut rappeler, pas dans le numéro indiqué dans le mail, mais dans le numéro qu'on a dans son téléphone du contact pour confirmer ça. Je n'ai pas d'autres réponses à vous apporter. Il y a énormément de questions, j'accélère.
Guillaume Santiago, votre équipe marketing fait-elle du retargeting direct sur les sociétés dont le nom de domaine a été scanné sur votre site? La réponse est non, pas du tout. Nos partenaires distributeurs sont les courtiers. Quand on a des entreprises qui viennent nous voir pour acheter notre produit en direct, la première question qu'on leur pose, c'est: avez-vous un courtier? Et si oui, on les redirige vers leur courtier. Donc, pas du tout. Vous installez le MFA? Non. Par contre, on peut accompagner des clients qui voudraient l'installer. À nouveau, un client qui nous demande une demi-heure en visio pour installer le MFA, nous, avec grand plaisir, puisque ça réduit le risque. C'est un client qui a le moins de chances d'être attaqué. Donc, on est heureux de dépenser, entre guillemets, cette demi-heure. Comment évolue la prime annuelle pendant la durée du contrat? Quels sont les critères de majoration, diminution de la prime chaque année? C'est une bonne question. Le montant de la stoïque augmente, va augmenter là pour les renouvellements, mais beaucoup plus légèrement que le marché. Donc, on est déjà moins cher que la plupart de nos concurrents, pas tous, globalement. Mais en tout cas, la violente augmentation que pratiquent les assureurs traditionnels est bien plus forte que nous, les augmentations qu'on fait. Le risque augmente, donc on est obligé de majorer parce que les entreprises sont de plus en plus dépendantes de leur SI. Mais vraiment, l'écart se creuse entre les gens qui savent réduire le risque et les autres. Un exemple de MFA, Bertrand? Oui, bien sûr. Quand vous faites un virement depuis votre banque en ligne, la banque vous envoie un SMS avec un code à rentrer. Ça, c'est du MFA. C'est-à-dire qu'on vérifie par un deuxième moyen que c'est bien vous. Donc, c'est ce SMS-là. Ça peut être, si vous avez un téléphone avec de la reconnaissance faciale, en plus de votre code, on va vous demander, moi j'ai ça sur mon téléphone, ça scanne mon visage et ça dit c'est bon, c'est bien Tristan. Plein de questions. Non, Virginie, le client n'est pas notifié lorsque vous lancez le scan. Il faut le faire avant le rendez-vous. Quand vous commencez une étude, et ça fait office de saisine, vous entrez le nom de votre prospect ou de votre client et son nom de domaine, le scan est lancé, pas besoin de le prévenir en amont, et vous arrivez sur le premier rendez-vous avec déjà le rapport du scan au format PDF que vous pouvez lui présenter. Voilà, parfait, Vanessa, le MFA, c'est bien ça, un code reçu sur le portable ou l'empreinte, parfois l'empreinte digitale, voilà. Vous parlez d'exclusion du UK, qu'en est-il de la Suisse, Véronique? La Suisse ne fait pas partie de l'espace économique européen non plus, donc UK, Suisse exclu. C'est-à-dire que si vous avez des clients en France qui ont des filiales en Espagne, au Portugal, en Suisse et au UK, le périmètre de couverture, ce sera France et filiales Espagne, Portugal, mais pas la Suisse, pas le Royaume-Uni. En 2023, on va tout changer aussi à ce niveau-là. 2022, on a fait nos preuves. Il y a du lourd qui arrive sur 2023, notamment sur la géographie. Donc, c'est des points qui seront plus bloquants à très court terme. Pascal Blin, sur smartphone, les pièces jointes s'ouvrent automatiquement. Peut-on être contaminé? Je n'ai pas la réponse, Pascal. Laissez-moi vous revenir après la visio. Vous êtes trop technique pour moi, je ne sais pas. Julien, peut-on avoir les avantages clés de la partie assurance de votre offre? Je vais être assez direct. Sur l'assurance, on n'est ni meilleur ni moins bon qu'un autre. Ce n'est pas là-dessus qu'on innove. Notre police d'assurance, elle est alignée avec le marché. Les grandes lignes, c'est de la perte d'exploitation jusqu'à 6 mois. C'est de l'indemnisation en cas de fuite de données. C'est la remise en état du système informatique. C'est l'indemnisation du paiement de la rançon dans quelques semaines. Mais en fait, j'ai très peu parlé de l'offre d'assurance aujourd'hui parce que ce n'est pas ça qui nous différencie des autres acteurs. Elle est ni mieux ni moins bien que les autres. On a Henri Decastre parmi nos investisseurs, le patron historique d'AXA, donc on s'est pas mal inspiré de leur police, mais on évolue là avec le refacto de nos CG. Voilà, simplement le risque est porté à 85% par Swiss Re, à 15% par un fronteur qui s'appelle Achille, qui est un assureur français. L'évolution, Xavier, des conditions, bonjour Xavier, des conditions générales sur les rançons, s'appliquera-t-elle au contrat déjà en portefeuille? C'est une bonne question. Il faudrait que je demande aux gens de l'équipe qui s'occupent là de l'amendement de nos CG. Xavier, je te fais une réponse par mail si ça te va. Ouais. C'est magnifique parce qu'il est 58 et que j'ai une dernière question. Les systèmes Windows et les OS Android sont-ils plus vulnérables aux attaques? Les gens qui connaissent peu la cyber disent oui, que Mac c'est très protégé, etc. Dans les faits, les attaques passent un peu partout. Donc non, c'est assez peu différenciant qu'on soit sur du Windows ou Android. Donc Android, c'est l'OS des téléphones Samsung notamment. C'est pas plus vulnérable que de l'Apple. Jean-Baptiste, quel nombre d'employés est pris en compte pour le tarif cyber? Alors, le nombre d'employés joue très peu sur le tarif. C'est vraiment le chiffre d'affaires qui va être le proxy qui va déterminer le montant de la prime d'assurance, pour la simple raison que lors d'un gros sinistre cyber, ce qui va faire mal, ce qui va chiffrer, c'est la perte d'exploitation. Et la perte d'exploitation, sous forme de marge brute d'exploitation, elle est très liée au chiffre d'affaires, donc le prix va être plus corrélé au chiffre d'affaires. Merci à tous. Il est 59, je ne veux pas ralentir les gens qui auraient un déjeuner. Et merci pour vos feedbacks positifs à tous. Quelles sont vos capacités, Véronique, en majuscule? On peut aller jusqu'à 250 millions de chiffre d'affaires en termes d'entreprises assurées
et on peut aller jusqu'à plusieurs millions de limites. Ça, c'est du cas par cas. Au-dessus de 50 millions, les études se font plus au cas par cas. Donc, envoyez-nous un mail, contactez-nous, contactez votre responsable dans mon équipe courtage pour discuter des affaires de plus de 50 millions de chiffre d'affaires. C'est là que se trouvent les grosses primes. C'est là que se trouvent les affaires à 30, 40, 50 000 euros par an. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous interroger sur ces sujets-là. On n'a pas de blocage, Julien, sur les avocats. Merci à tous. Il est midi 00. Ce webinaire a été enregistré, donc on vous le partagera. J'espère que ça vous a été utile. En tout cas, on est dans la même équipe, vous et nous. Notre but commun, c'est de renforcer la résilience de notre tissu économique face aux cyberattaques. Et donc, on a quelque chose à faire sur la fin 2022 et sur 2023. On est très heureux de bosser avec vous. À très vite. Au revoir à tous.